Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Je voudrais vous remercier de votre présence ainsi que de l'intérêt à ce module de votre formation diplômante en relations internationales et diplomatie. Ce module s'intitule Gouvernance sécuritaire mondiale. Alors, que faut-il entendre par gouvernance sécuritaire mondiale et quelles en sont les différentes exigences? Je voudrais, avant que d'entrer dans le vif du sujet, vous inviter à visionner cette courte vidéo avec moi et puis après, on se parle. Merci par avance. Près de 300 morts en 5 jours et plus de 3000 blessés, un bilan qui s'alourdit d'heure en heure. Depuis le 15 avril, des affrontements armés font rage à Khartoum et dans plusieurs villes du Soudan. Alors, qui s'affronte et comment en est-on arrivé là? Quelques clés pour comprendre. Commençons par dire que les combats opposent deux forces armées. D'un côté, les forces armées soudanaises, SAF, du général Abdel Fattah al-Burhan. Ce militaire est à la tête du Conseil de souveraineté qui dirige le pays en attendant une transition démocratique. De l'autre, des forces paramilitaires fidèles à son numéro 2, le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti. Ce sont les forces de soutien rapide ou RSF. Mais comment se fait-il que ces deux généraux, censés diriger le pays ensemble, s'affrontent aujourd'hui par les armes? Et pourquoi ont-ils le soutien de deux armées distinctes? Rappelons que le Soudan n'a plus de gouvernement élu depuis plusieurs années. En 2019, l'armée a mis fin au pouvoir d'Omar al-Bashir, qui dirigeait le pays depuis 1989. Le coup d'État faisait suite à 4 mois de manifestations populaires demandant la fin de ce régime brutal en place pendant 30 ans. Les deux généraux, Al-Bourhan et Hemeti, étaient ensemble aux manettes du coup d'État. Ils ont ensuite été nommés respectivement président et vice-président du Conseil de souveraineté, chargés d'assurer la transition jusqu'à ce que des élections aboutissent à la mise en place d'un gouvernement civil. Mais en 2021, une tentative de transition démocratique a été empêchée par les forces armées. Le premier ministre de transition, Abdallah Hamdok, a été arrêté et placé en détention. Le pouvoir aurait dû changer de main 1 mois plus tard pour être confié au gouvernement civil, mais la junte ne l'entendait pas de cette oreille. Et depuis, les deux généraux se disputent le pouvoir en s'appuyant sur les factions armées. Les RSF, forces de soutien rapide, sont composées de milices issues de tribus arabes qui ont été régularisées en 2013 par l'ex-président Omar al-Bashir pour se protéger d'un éventuel coup d'État. Hemeti était autrefois le chef de l'une de ces milices et elles lui sont restées fidèles. On estime qu'elle compte environ 100 000 hommes. L'armée régulière comptait absorber cette faction dans ses rangs dans les 2 prochaines années, mais Hemeti veut ralentir le processus pour conserver son influence. Et ce sont ces rivalités qui ont mis le feu aux poudres entre les deux généraux. Derrière le conflit qui fait rage au Soudan, il y a des enjeux régionaux et internationaux très forts, parce que chacun des deux camps a des liens avec des puissances étrangères. La situation géographique du pays, qui relie l'Afrique subsaharienne à l'Afrique du Nord et au Sahel, en fait un allié très convoité, tout comme les ressources dont il dispose. Al-Bourhan, à la tête de l'armée soudanaise, a la main sur le complexe militaire et industriel qui tient l'économie du pays. Mais son rival, Hemeti, contrôle les mines d'or. Ces généraux ont tous deux rencontré ces dernières années des officiels américains, russes et israéliens, rapporte Middle East Eye. Et avec la complaisance des RSF, le groupe paramilitaire Wagner, présent dans les mines du pays, exporte de l'or vers la Russie pour soutenir l'effort de guerre de Moscou en Ukraine. De son côté, l'armée soudanaise du général Al-Bourhan est soutenue par l'Égypte. À Méroé, au nord de Khartoum, des soldats et avions égyptiens présents dans la base aérienne ont d'ailleurs été capturés par les forces adverses, les RSF. Ce lundi 17 avril, le général Hemeti a appelé la communauté internationale à agir contre son rival, le général Al-Bourhan, qu'il décrit comme un islamiste radical. Il tente de se dépeindre lui-même en rempart pour sauver la démocratie. Or, ces forces armées, les RSF, sont tristement célèbres pour avoir été le fer de lance des massacres au Darfour, à l'ouest du pays, dans les années 2000. Mais ces forces, fidèles à Hemeti, sont loin d'être isolées sur le plan diplomatique. Outre leur lien avec la Russie pour l'exportation de l'or, les RSF partagent aussi des intérêts avec l'Éthiopie, les Émirats arabes unis ou encore l'Arabie saoudite. Pour résumer, tous ces enjeux intriqués rendent la situation au Soudan particulièrement complexe. Et dans tout cela, pour les civils soudanais, l'espoir d'une transition démocratique s'amenuise. Voilà, chers auditeurs, je voudrais vous remercier. Alors, le visionnage de cet élément filmé
nous permet de comprendre comment des conflits qui émergent localement peuvent avoir des ramifications ou même peuvent s'expliquer par des ramifications à l'international et devenir ipso facto des problématiques de gouvernance sécuritaire mondiale. Au sens où, bien entendu, à l'échelle internationale, il y a des instances, pour ne pas dire des institutions en charge de la résolution des questions des problématiques sécuritaires, dont l'ONU, l'OTAN, l'Union africaine, pour ne citer que des organisations régionales, l'Union européenne, la CEDEAO, organisations sous-régionales, notamment l'IGAD, pour revenir au contexte africain. Voilà autant de choses qui font dire de tous les conflits qui émergent localement qu'ils se présentent ipso facto comme des préoccupations de la gouvernance sécuritaire mondiale. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais lever une nuance, relever une nuance, à savoir celle entre notion de gouvernance et notion de politique. La notion de politique implique en tout cas la centralité des acteurs étatiques, les acteurs gouvernementaux, alors que la notion de gouvernance, comme vous le savez déjà de par vos différents cours précédents, implique en tout cas la prise en compte d'acteurs non étatiques. Parler donc de gouvernance sécuritaire mondiale vient ici restituer un changement de paradigme qui s'est opéré dans la gestion des questions sécuritaires à l'échelle internationale, à tout le moins depuis la fin de la guerre froide. On assiste notamment à l'implication d'acteurs privés, pour ne pas dire non étatiques, aux côtés des acteurs classiques que sont les États et les organisations internationales. La question, dès lors, est de savoir quelles sont les modalités opérationnelles de la gouvernance sécuritaire mondiale et à quelles difficultés la GSM se trouve-t-elle confrontée. En termes de réponse à cette complexe problématique, je vous ai suggéré trois axes argumentatifs déclinés comme suit. Premièrement, nous passerons en revue les axes stratégiques de la gouvernance sécuritaire mondiale. Nous verrons ensuite les stratégies opérationnelles de cette gouvernance sécuritaire. Et puis, en dernière instance, nous leverons le voile sur quelques difficultés inhérentes à cette modalité de gestion des questions sécuritaires à l'échelle globale. Quelques ouvrages que je vous ai mis en partage ici, juste pour approfondir votre compréhension de cette question. Nous attaquons sans autre forme de procès le point relatif aux axes stratégiques de la gouvernance sécuritaire mondiale. Entre autres axes, nous verrons la résolution des conflits, la reconstruction post-conflit, la lutte contre le terrorisme transnational, la lutte contre la prolifération des armes, notamment des armes légères et de petits calibres, la lutte contre la migration clandestine et la traite d'êtres humains, et puis, in fine, la lutte contre la criminalité écologique, la résolution des conflits. Il s'agit de l'ensemble des initiatives multilatérales visant à résoudre, à régler un conflit. Elle prend généralement la forme d'opérations de maintien de la paix et celle de la prévention des conflits. Opérations de maintien de la paix. Les OMP s'inscrivent dans la vocation humanitaire de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Elle touche, il est l'un des aspects structurants du vaste champ de la résolution des conflits. Les opérations de maintien de la paix ont pour fondement normatif le droit d'ingérence, le devoir d'ingérence et la responsabilité de protéger. Il s'agit là d'éléments structurants du droit international humanitaire. Alors, que faut-il entendre par opération de maintien de la paix? Il s'agit du déploiement de troupes au fin de garantir la paix et la sécurité et par là même protéger les populations civiles, bien entendu en situation de belligérance. Il s'agit de l'un des piliers de la mission de l'ONU, consigné plus spécifiquement au chapitre 6 et au chapitre 7 de la charte de l'ONU. Les opérations de maintien de la paix ont connu un regain de vitalité depuis la fin de la guerre froide avec des interventions en Namibie, en ex-Yougoslavie, au Cambodge, au Mozambique. Plus proche de nous en Afrique, nous avons eu l'ONUCI en Côte d'Ivoire, la MINUAT au Soudan, la MINUSMA au Mali, voilà, ainsi, la MONUSCO en RDC dernièrement encore. Autant de théâtres d'opérations qui ont enregistré des missions de résolution des conflits de l'ONU, des opérations de maintien de la paix. La sécurité est l'enjeu classique des opérations de maintien de la paix. Et cet enjeu-là va passer par
la restauration de l'autorité de l'État. On verra après les principes clés des OMP, les activités structurantes, et puis on parlera du mandat robuste, le fameux mandat robuste qui prend source dans le chapitre 7 de l'organisation de la charte de l'ONU. La restauration de la sécurité va passer par l'envoi d'observateurs militaires et la création de zones tampons par les casques bleus notamment, les casques blancs aussi pour l'Union africaine. Les principes structurants de ces opérations de maintien de la paix sont le consensus des belligérants, l'impartialité des troupes intervenantes, le non-recours à la violence, l'observation de cessez-le-feu et le déploiement de troupes pourvues par des États réputés neutres. Les activités structurantes en sont le déploiement de pelotons, le déploiement de forces de réaction rapide, le déploiement de forces spéciales, le déploiement de bataillons, la détection, voire le nettoyage de mines antipersonnelles notamment, la mobilisation d'experts en médecine légiste, parce que justement, après le conflit, dans le cadre de la reconstruction, il y a l'aspect relevant de la justice transitionnelle qui va impliquer, en tout cas, des enquêtes, d'où l'intérêt de médecins légistes. Et puis, on a des missions de surveillance 24 heures sur 24 à l'effet de voir, à l'effet de faire du monitoring et se rendre compte des potentielles violations, de chercher le feu ou tout simplement des violations des droits humains par les forces belligérantes. Le mandat robuste, un impératif pour les OMP. Le mandat robuste s'entend d'une dérogation au principe de consensus, du consensus. Il s'agit du recours à la coercition militaire, en anglais on dira peace enforcement, aux fins de protéger les forces intervenantes. Lorsque les forces intervenantes, les casques bleus notamment, sont menacées, alors ces casques bleus-là peuvent faire usage de leurs armes pour se défendre. Le mandat robuste intervient et est enclenché aussi lorsqu'il s'agit de protéger les officiels, de protéger les populations civiles, mais la condition est que l'État dans lequel l'opération de maintien de la paix se déroule soit dans l'incapacité d'assurer la sécurité et de maintenir l'ordre. Voici donc les conditions d'activation du mandat robuste. Par-delà donc cette vocation sécuritaire stricto sensu, le mandat robuste va toucher à la pacification des processus politiques. Il s'agit là de la consécration de la vocation multidimensionnelle des opérations. Et les opérations de maintien de la paix vont prendre ici la forme d'intervention humanitaire, gestion de crise humanitaire notamment, gestion humanitaire de crise, de la prévention des conflits, ici sous la forme d'assistance électorale, de promotion de l'état de droit et d'assistance aux communautés. On a vu ici déjà, lorsqu'il y a des situations de crise, il faut de l'intervention militaire, humanitaire pour essayer de soulager un peu la détresse humanitaire pour ne pas dire la précarité. Ouais. Ouais. L'exemple de Gaza nous interpelle à ce sujet avec toutes les difficultés qu'il y a à convoyer l'aide humanitaire. Voilà, toute chose qui a donné lieu à des largages du fait des difficultés faites par Israël notamment. Alors, l'intervention humanitaire s'enclenche en contexte de conflit armé interne à un État. L'ultime motivation ici, c'est de protéger les populations civiles et prendre en main la vulnérabilité liée au conflit ou aux catastrophes naturelles, justement. Parce qu'en cas de survenance de catastrophes naturelles, Maroc, Haïti, tremblement de terre notamment, voilà, l'intervention humanitaire peut s'enclencher aussi. La prévention des conflits. La prévention des conflits peut mobiliser des stratégies telles que celle de la diplomatie préventive. L'actualité ivoirienne est évocatrice à ce sujet. L'Union africaine a envoyé des missions de bons offices dernièrement en Côte d'Ivoire à l'effet de désamorcer le potentiel risque de conflagration lié à l'élection présidentielle de 2025. Il en va ainsi de la CEDEAO qui, elle aussi, a envoyé une mission sur le théâtre ivoirien pour essayer de voir, de rapprocher un peu les positions, de désamorcer, voilà, la crise, de se rendre compte en tout cas de l'étendue des divergences et par là même prendre les mesures correctives qu'il faut. Ça peut prendre la forme de stationnement préventif, voilà, de troupes, à l'effet de dissuader toute forme de belligérance. Ça peut prendre la forme aussi d'assistance électorale parce que justement les conflits, la plupart des conflits
émergent de processus électoraux mal négociés. Et donc, l'assistance électorale est un élément structurant des initiatives de prévention des conflits. La restructuration, la reconstruction post-conflit, justement, quand on n'a pas pu prévenir, le conflit va survenir, mais une chose est sûre, il faudra penser à la reconstruction parce que tous les conflits trouvent tôt ou tard une résolution. Il s'agit ici de la recrudescence de la conflictualité. L'on note la recrudescence de la conflictualité dans les relations internationales post-soviétiques, avec la prolifération des foyers de conflictualité, de belligérance à l'échelle internationale, avec voilà, pour point focal le continent africain, voilà, comparé aux autres endroits du globe. Voilà. En termes d'élucidation conceptuelle, la reconstruction renvoie à un processus de restauration, de réhabilitation, de remise à flot de l'économie de relance, de restructuration. Ce processus fait intervenir des acteurs internationaux, des acteurs nationaux, des acteurs privés, des acteurs non étatiques, des acteurs publics notamment, et requiert du financement. Ici se pose une triple problématique. Comment la reconstruction post-conflit se met-elle en œuvre? Quelles en sont les dimensions majeures? Et voilà, quelle expérience la Côte d'Ivoire en a faite en la matière? Ici, on ne va pas trop s'appesantir là-dessus, mais une chose est sûre, toute initiative de reconstruction post-conflit passe par le DDR, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, la restauration de l'autorité de l'État, la réforme du secteur de la sécurité, la RSS, la réconciliation nationale, dont l'un des éléments structurants sera la justice transitionnelle en Afrique du Sud avec la et avec la Commission Vérité Réconciliation. En Côte d'Ivoire, on a eu aussi la CDVR. Au Rwanda, les Gachacha, les tribunaux ayant vocation à une vocation expiatoire et puis voilà, pour créer les conditions du pardon, mais avant aussi de la rétribution, parce que voilà, le processus de justice transitionnelle repose sur deux piliers que sont la logique rétributive pour lutter contre l'impunité et puis la logique restauratrice qui donnera une chance au pardon, condition que le bourreau ait fait preuve de contrition. Réhabilitation et réinsertion des déplacés, rapatriement des exilés, et puis après, la remise à flot de l'économie, car comme le dirait le sage, l'oisiveté est la mère de tous les vices. La pauvreté, donc, est la porte ouverte à toutes les excroissances. C'est pourquoi tous les États dignes de ce nom, à tout le moins, devraient veiller à avoir un système économique viable de sorte à réduire la pauvreté, la précarité existentielle et par là même, voilà, anticiper tous les risques de conflagration parce que la frustration, les injustices, voilà, donnent lieu à la pauvreté, le chômage donnent lieu à des conflits. Désarmement, démobilisation, réinsertion. Désarmement des ex-combattants, démobilisation des ex-combattants, réinsertion de ces acteurs-là. La restauration de l'autorité de l'État va passer par le redéploiement de l'administration publique, le corps préfectoral notamment, le redéploiement des forces de défense et de sécurité, le redéploiement des services judiciaires, et puis après, les autres services vont être déployés pour se rendre compte, en tout cas, de l'effectivité de la présence de l'État sur l'étendue du territoire d'un État donné. Réforme du secteur de la sécurité. Il s'agit d'assurer une sécurité efficace et responsable, sans discrimination, soucieuse du respect des droits humains et de l'état de droit. Les structures cibles ici sont les forces armées, les douanes, les services pénitentiaires, la protection civile, les prestataires privés, tels que les chasseurs traditionnels d'Ozo, en contexte ivoirien ou ouest-africain. Le rétablissement de la confiance est l'ultime objectif entre les forces de défense et les populations, au sens large entre l'État tout court et la population. Et cela va booster le sentiment de vivre sans crainte, instaurer un climat de confiance entre l'État et ses citoyens et anticiper les risques de réversibilité. D'un point de vue opérationnel, l'on assistera au renforcement des capacités de toutes les cibles-là que nous avons citées tout à l'heure, à savoir les forces armées et les forces paramilitaires. La réconciliation nationale va consister en la consolidation de la cohésion sociale, en la remise en route de la justice traditionnelle et en l'indemnisation des victimes de guerre. La réinstallation des déplacés
et rapatriement des exilés. Voilà, justement parce que tous les conflits ont pour cause immédiate le déplacement des populations. En interne, il s'agit de déplacer et lorsque ces personnes-là franchissent les frontières nationales pour trouver refuge euh, dans d'autres États, ces personnes sont des réfugiés de guerre. Remise à flot de l'économie, cela va passer par la relance des investissements, l'objectif étant de booster la croissance économique, offensive en matière de diplomatie économique, lutte contre le chômage et l'amélioration du niveau de vie par la création d'emplois, donc de richesses. La restauration des infrastructures économiques, parce que l'une des conséquences majeures de la guerre, c'est de détruire les infrastructures. Il suffira de jeter un coup d'œil sur Gaza ou à tout le moins Khartoum aujourd'hui, ainsi qu'en témoigne la vidéo que nous avons eu à visionner tout à l'heure, pour se rendre compte de l'étendue des dégâts en termes d'infrastructures. Et donc, l'un des challenges majeurs inhérents à la reconstruction post-conflit, c'est de veiller à la reconstruction et par là même créer les conditions de l'expansion économique au sein d'un État donné. Un autre axe majeur de la gouvernance sécuritaire mondiale, c'est la lutte contre le terrorisme transnational. Cet enjeu-là a connu un regain de vitalité consécutivement aux attaques de 9/11, avec les attaques des tours jumelles aux États-Unis, toute chose qui a déclenché ce qu'on a appelé the war on terror, la guerre contre le terrorisme à l'échelle globale, sous le leadership de l'OTAN, des États-Unis et à un degré moins de l'Union européenne. La lutte contre le terrorisme transnational, ici, euh, ne saurait en tout cas être évoquée sans revenir au cas de la prolifération de ce phénomène-là, de l'extension de ce phénomène dans la bande sahélo-saharienne, où nous avons connu plusieurs missions telles que l'opération Barkhane, le G5 Sahel, autant de choses qui, malheureusement, n'ont pu venir à bout de ce phénomène qui, bien au contraire, est en train de gagner du terrain en Afrique de l'Ouest et par ailleurs. La lutte contre la prolifération des armes. D'un côté, nous avons la non-prolifération des armes nucléaires, voilà, le traité de non-prolifération notamment, avec pour cible le régime nord-coréen et le régime iranien. La lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, qui se caractérise par le commerce illicite et en situation de reconstruction post-conflit, l'on veille à collecter ces armes-là de sorte à optimiser les chances de succès des initiatives de reconstruction post-conflit. La lutte contre la migration clandestine et la traite d'êtres humains. On a assisté à une crise migratoire, notamment de l'Afrique subsaharienne vers les pays du Maghreb, l'idée étant de traverser, de parvenir en Europe. On a assisté malheureusement à une sécuritarisation de la migration, c'est-à-dire que si la migration est transformée en question sécuritaire, voilà. Donc, on traite les migrants comme étant de véritables délinquants, alors que peut-être parmi eux, il y en a qui sont des migrants écologiques, des migrants économiques, des migrants, euh, voilà, des migrants tout court, ayant donc vocation, ayant des droits censés être respectés. Malheureusement, nous avons vu avec un documentaire de France 24 comment les négro-africains ont été, pour ne pas dire les subsahariens, ont été maltraités, ont fait l'objet de traite par les trafiquants. Voilà. La réponse des pays de destination, nous avons les USA et l'Union européenne qui essaient de contenir les vagues migratoires au moyen de mécanismes qui leur sont propres. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui encore, les vagues migratoires constituent une cause d'inquiétude, aussi bien pour les États de départ que les États de destination. La traite d'êtres humains est la conséquence de la conséquence de ce phénomène-là. J'évoquais tout à l'heure le cas libyen. La lutte contre la criminalité écologique. Alors, nous avons ici des phénomènes tels que la pollution. Voilà, le Pro Boko Haram en Côte d'Ivoire est évocateur à ce sujet. Voilà, le transport de produits chimiques à l'échelle internationale, sans égard pour les conséquences dramatiques que cela peut causer, voilà, aux populations.
la déforestation, le trafic d'animaux, le trafic de produits forestiers, toutes choses qui sont prises en compte par le programme des Nations Unies en vue, et Interpol aussi. Mais nous avons, au-delà de ces acteurs étatiques, pour ne pas dire internationaux, la responsabilité sociale d'entreprise qui constitue un mécanisme qui voit intervenir les acteurs non étatiques que sont les entreprises. L'idée étant de les amener à prendre leur part de responsabilité dans la lutte contre la criminalité écologique. Quelles sont les stratégies opérationnelles de la GSM? Il s'agit d'une part de la dévolution et d'autre part de la sous-traitance ou encore privatisation. La dévolution. La dévolution est une modalité de répartition des tâches, task sharing, qui a profondément le principe de subsidiarité, qui lui-même suppose l'existence de plusieurs paliers de gouvernance, multi-level governance, dirait-on en anglais, ou gouvernance multiniveau en français. Nous avons ici, dans le cadre de la résolution d'un conflit en Afrique de l'Ouest, par exemple, l'ONU, instance globale, va transférer compétences à l'Union africaine, instance régionale, qui, à son tour, pourra transférer compétences à la CEDEAO s'il s'agit d'un conflit qui se déroule en Afrique de l'Ouest. Donc, voici comment se présente la dévolution. Voilà. La dévolution repose sur, procède d'un souci d'efficacité et d'inclusion, pour ne pas dire d'inclusivité, des opérations de maintien de la paix ou des initiatives de résolution des conflits. La sous-traitance dans le cadre de la gouvernance sécuritaire mondiale. C'est une modalité de répartition des tâches pouvant inclure des acteurs privés. Le fondement ici, c'est le New Public Management ou les partenariats publics-privés, voire la privatisation. La motivation est encore une fois l'efficacité et la participation, pour ne pas dire le partenariat. Un exemple, dans le cadre de la résolution du conflit en Angola, au Libéria, en Sierra Leone, pour ne citer que ces cas, on assistait à une sous-traitance à des compagnies de sécurité privées telles que Executive Outcomes, Sandline International et Blackwaters, y compris en Irak. Parce qu'il y a des missions telles que, voilà, des missions hautement sensibles qui ne sauraient être assurées par les casques bleus, par exemple. Donc, les acteurs étatiques, pour ne pas dire les acteurs internationaux, s'appuient sur des acteurs transnationaux tels que les compagnies de sécurité privée pour venir en appoint à ces acteurs étatiques-là. Difficultés inhérentes à la gouvernance sécuritaire mondiale. Il s'agit de difficultés d'ordre opérationnel et de difficultés d'ordre éthique. Les difficultés d'ordre opérationnel sont l'unilatéralisme, la divergence au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, l'inefficience dans la résolution des conflits, le chevauchement entre initiatives et mécanismes. L'unilatéralisme. Il s'agit du fait pour un État donné de prendre des initiatives et de les mettre à exécution sans consulter d'autres acteurs pertinents. Exemple, l'intervention américaine en Irak en 2003. Les divergences au sein du Conseil de sécurité renvoient au défaut de convergence entre les membres du Conseil de sécurité de l'ONU quant à la stratégie à adopter dans le cadre de la résolution d'un conflit donné. Exemple, divergence États-Unis-Russie dans le conflit syrien. L'inefficience dans la résolution des conflits renvoie à la perpétuation d'un conflit malgré les initiatives et autres mécanismes de résolution des conflits. Exemple, le cas israélo-palestinien, le conflit en RDC. RDC, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, on assiste encore à une conflagration de la situation. À ce sujet, je vous ai mis en partage un article que j'ai publié avec pour intituler Les géopolitiques de la faillite sécuritaire en Afrique, cas de la RDC et du Soudan. Voilà. Chevauchement entre initiatives et mécanismes. Il s'agit là de la coexistence d'initiatives globales, d'initiatives régionales, d'initiatives sous-régionales sur un même théâtre. Exemple, Barkhane, G5 Sahel, Opération Takuba dans la bande sahélo-saharienne, plus précisément en contexte malien. Autant de choses qui font que, in fine, on ne parvient pas à atteindre les objectifs escomptés parce que justement, les différents acteurs, il y a le plus grand challenge de la coordination et de la mutualisation des ressources, toutes choses, voilà, dont la mise en musique n'est pas toujours évidente. Difficultés d'ordre éthique inhérentes à la gouvernance sécuritaire mondiale. Nous avons l'interventionnisme intéressé. Nous avons la violation des droits humains par les acteurs privés transnationaux et la violation du droit international humanitaire lors des interventions militaires. Interventionnisme intéressé.
Il s'agit d'interventions militaires avec pour motivation la défense d'intérêts géostratégiques des États intervenants. Ici, voilà, sous le prétexte de l'humanitarisme, l'on procède donc au business as usual. Le cas libyen est édifiant à cet égard-là. Juste après la chute de Kadhafi, les puissances intervenantes de l'Union européenne, notamment de l'OTAN, ont commencé à se partager le pétrole, voilà, au large des côtes de Benghazi, voilà, au large des côtes libyennes. L'OTAN en Libye, la France en Côte d'Ivoire, les États-Unis en Irak, pour ne citer que ces cas. Violation des droits humains par les acteurs privés transnationaux. Il s'agit de la violation des droits de l'homme, des crimes économiques ou écologiques, des compagnies de sécurité privées, des firmes multinationales impliquées dans la résolution des conflits. Exemple, Blackwater en Irak, Wagner en Libye, au Soudan, Glencore en RDC, Areva ou Orano maintenant au Niger, autour de l'uranium. La violation du droit international humanitaire. Il s'agit des cas de violation du droit international humanitaire par les acteurs de la gouvernance sécuritaire mondiale. Exemple, bombardement américain sur des écoles ou voilà, ou des écoles, sur des écoles ou des populations civiles à Kaboul. Exécution de manifestants aux mains nues par la force Licorne en Côte d'Ivoire en novembre 2004. Voilà, chers auditeurs, mesdames et messieurs, ce qu'il fallait dire relativement à la gouvernance sécuritaire mondiale, qu'une modalité et qu'un mécanisme de résolution des conflits à l'échelle internationale. D'un point de vue programmatique, c'est-à-dire en termes de déclinaison opérationnelle, ce mode de gestion-là qui fait intervenir des acteurs étatiques, internationaux et non étatiques a pour axe la résolution des conflits, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la migration clandestine et le trafic d'êtres humains, la lutte contre les crimes écologiques. En termes de stratégie opérationnelle, la gouvernance sécuritaire mondiale s'appuie sur deux principes que sont la dévolution et la sous-traitance. La dévolution reposant sur le principe de subsidiarité et la sous-traitance étant un mécanisme euh, offrant des passerelles de partenariat avec des acteurs privés, l'idée étant de leur permettre de venir en appoint aux acteurs euh, internationaux dans le cadre de la résolution d'un conflit, dans le cadre de la gouvernance sécuritaire mondiale. Quoi qu'il en soit, ce mode de gestion des questions sécuritaires à l'échelle internationale se trouve confronté à des difficultés. Difficultés d'ordre opérationnel, mais aussi et surtout à des difficultés d'ordre éthique. En termes opérationnels, nous avons des dysfonctionnements tels que l'unilatéralisme, les divergences au sein du Conseil de sécurité, l'inefficience dans la résolution des conflits et le chevauchement d'initiatives. Du point de vue éthique, c'est-à-dire ce qui écorche la morale, nous avons l'interventionnisme intéressé, la violation des droits humains et la violation du droit international humanitaire. Je vous ai mis ici quelques liens en partage en ce qui concerne le maintien de la paix, en ce qui concerne l'action humanitaire au sens large, les opérations de maintien de la paix notamment. Je voudrais, mesdames et messieurs, chers auditeurs, vous remercier de votre aimable attention. Je me tiens à votre disposition si éventuellement vous aviez des questions de compréhension. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme donc de notre module portant sur la gouvernance sécuritaire mondiale. Je vous prie de bien vouloir partager avec nous toute forme de